Je suis né au Cameroun. J'ai grandi en France. J'ai travaillé en Australie. Et aujourd'hui, mon activité est basée au Japon. Arrivé au Japon il y a 5 ans, pas de choc culturel. Je me mélange rapidement avec la communauté japonaise. Je me mêle dans la foule et je regarde comment les gens se déplacent dans des espaces très chaotiques. Comment est-ce qu'ils se saluent? Comment est-ce qu'ils ont la tendance à s'assoupir un peu partout dans un parc après avoir mangé, au travail? Comment est-ce qu'ils ritualisent leur société? Et je m'y sens bien, je me sens bien, on est bien ici. Et je me dis, mais à la fin, les Japonais se comportent comme des Africains. Alors vous allez me dire, oh, il va un peu loin, là, l'Afrique noire, le Japon, doucement. Vous n'avez pas le même faciès, vous n'avez pas la même physiologie, vous ne dansez pas de la même façon, vous ne mangez pas la même nourriture, vous ne parlez pas la même langue. C'est quoi le truc là? J'aimerais vous emmener à un niveau un peu plus profond. L'Afrique noire, comme au Japon, on est très animiste. C'est-à-dire qu'effectivement, on croit que dans cet arbre-là, il y a un esprit. Dans la pierre, dans le caillou qui est là aussi, il y a un esprit. Il y a un esprit aussi dans le téléphone portable que vous avez dans la poche. Très animiste. Parallèlement à ça, c'est des sociétés qui sont très tribales. Effectivement, au Japon, vous avez le clan, le shogun. En Afrique noire, vous avez le village et le chef de village. Vous avez aussi des sociétés là qui communiquent énormément bien parce qu'elles ne se disent pas. Vous avez aussi des sociétés extrêmement sophistiquées. Cette sophistication, elle vous emmène vers un respect infini vers les anciens. En Afrique, on appelle ça les vieux, vous savez. Et donc, du coup, je me dis, moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue non plus, mais je suis designer. Mon métier, c'est transformer l'environnement qui nous entoure pour lui apporter une narration nouvelle. Et donc, quand j'ai une question comme celle-là, moi, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je crée quelque chose. Et j'espère que cette création-là va en retour m'apporter des réponses à mes questionnements. Alors à la fin, ce que je fais, c'est que j'ai choisi l'une des icônes les plus importantes du Japon, le kimono. Vous montrez un kimono à un Canadien, il va vous dire ça c'est le Japon. Vous le montrez à quelqu'un en Australie, il va vous dire ça c'est le Japon. Vous montrez ça à un Brésilien, il va vous dire ça c'est le Japon. Le kimono, c'est l'une des icônes du Japon. Le kimono, c'est quoi en réalité? Un kimono, c'est un morceau de tissu qui fait 13 mètres par 38 cm. C'est-à-dire qu'il va de là, du mur qui est là, jusqu'au mur qui est là. Puis c'est épais comme ça, c'est large comme ça. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Et ça n'a pas changé, ça fait 1000 ans que c'est comme ça. Donc je prends cette icône-là, le kimono, et je me dis, bon, j'ai envie de la travailler avec quelque chose d'autre. Et je choisis le wax africain. Vous savez ce que c'est le wax? C'est les pagnes que les femmes africaines se mettent souvent autour de la taille. Je travaille, je dessine, j'explore. Le résultat, c'est ça. Le kimono africain. Le kimono africain, qu'est-ce que ça définit? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Ça raconte en fait qu'en arrivant à prendre d'une culture et d'une autre, en respectant les codes et la beauté, la qualité de ces deux cultures-là, on arrive à exprimer une troisième esthétique, un autre monde, une autre ouverture. Donc, je vais demander à Eliane d'apporter l'un des kimonos que j'ai réalisé au Japon, et vous allez voir à quoi ça ressemble en réalité un kimono africain. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà, donc vous reconnaissez l'Afrique, vous reconnaissez le Japon, mais le tout vous raconte quelque chose de nouveau. Ces kimonos africains, j'en ai fait plusieurs au Japon, j'en ai fait énormément. Et l'un des moments le plus fort pour moi, c'était lorsqu'une cliente japonaise est arrivée vers moi et me dit « Mais moi, j'ai jamais porté de kimono en réalité. Et les tiens, j'ai aucun problème à les porter. » Et pourquoi? Elle me dit parce qu'au Japon, un kimono, ok, c'est l'image de la beauté, c'est l'icône de la beauté, le kimono, sur une femme. Et en même temps, il y a un écho à la soumission qui me déplaît. Et donc, du coup, elle a refusé de porter de kimono depuis sa naissance. Et là, c'était le premier kimono qu'elle portait. Elle me dit, avec ton kimono, j'ai l'impression de vêtir un héritage mondial. J'ai vraiment l'impression d'être transculturel, de venir du Japon, mais de traverser le monde comme ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, les kimonos ont été appréciés au Japon, ils sont toujours appréciés au Japon. Sauf par une personne qui m'a envoyé un mail un jour. C'est outrageant.
Ne venez pas souiller la culture du Japon. Le mail faisait à peu près 10 lignes. Vous qui venez du quart monde. Je me suis dit, oh là là. Et effectivement, quand vous touchez à la culture, les codes, l'identité, vous touchez à quelque chose de très fragile, de très délicat. Alors le gars il m'a pas découragé, au contraire, parce que je suis de nature assez têtue quand même. Hein. Je suis comme ça. Donc il m'aura donné envie de continuer, d'aller un peu plus loin et d'aller jouer avec une autre icône du Japon, la cérémonie du thé. La cérémonie du thé au Japon, c'est un moment où le temps, l'espace, le moment est mis dans une tension totale qui fait qu'on entre en osmose avec les autres. Ça n'a rien à voir avec le fait de boire du thé. C'est juste essayer de goûter à l'harmonie parfaite, presque. Alors en Afrique, on a beaucoup de cérémonies. On a des cérémonies pour tout. On chante, on danse, on pleure, on rit. Il y a des cérémonies tout le temps, partout. Toute la journée, il y a des cérémonies. Et au Japon aussi, vous avez des micro-cérémonies. Hein. Vous échangez une carte de visite, il y a une cérémonie. Vous entrez dans un taxi avec des amis, il y a une cérémonie. Enfin, vous présentez votre ami à départ, il y a des cérémonies partout. Une petite cérémonie. Mais avec la cérémonie du thé, j'ai essayé d'y saupoudrer comme ça un peu de là d'où je viens. Hein, et essayer de voir si on ne pouvait pas raconter quelque chose d'autre avec cette cérémonie du thé. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai fait une performance à Tokyo en 2009 où on a une cérémonie du thé où les gens portent des kimonos africains. Alors c'était devant 300 personnes. C'était pas très intimiste, mais on a réussi à créer de l'intimité là-dedans. On entend un joueur de kora qui joue de la kora, la harpe sénégalaise que vous avez. Vous avez aussi un esprit dans cette cérémonie du thé, un esprit nu qui porte un masque du Niger. Voilà à peu près ce que ça donne. À la fin de cette cérémonie du thé, il n'y a pas eu de controverse. Un vieux monsieur japonais, très très vieux, très très vieux, comme les vieux comme vous les voyez en Asie. Ils sont vraiment bien vieux, hein, courbés et tout. Il vient me voir comme ça. Il m'accroche par le vêtement, il me tire. Oh, je me suis senti tout petit. Hein. Il me tire comme ça vers le bas, il me regarde dans les yeux. Vous savez, les vieux, quand ils vous tiennent, des fois, les vieux, hein, quand ils vous tiennent comme ça, et vous avez l'impression qu'il y a 150 ans d'histoire qui vous... hein, et donc, il me tient comme ça, il me regarde dans les yeux et il me dit « Merci pour ce moment d'harmonie », traduit en français. Il me tient encore plus fort, il me descend et il me regarde dans les yeux. Au Japon, on ne regarde jamais dans les yeux. Il me regarde dans les yeux comme ça pendant au moins 10 secondes. C'était très long. Là, c'est même pas 10 secondes. C'était. Et ça m'a rappelé les vieux au pays. Quand vous allez voir un vieux pour un conseil, effectivement, c'est la même chose. Vous allez voir, vous lui demandez un conseil, il vous dit 2 mots. Et puis vous êtes obligé de vous asseoir à côté pendant 2 heures. Et puis vous êtes supposé savoir ce qu'il vous a dit. Et, oui. Et souvent, on comprend même mieux que quand il parle. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que ce vieux m'a dit, on n'est pas si éloigné que ça. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de 2 personnes qui ne se sont jamais rencontrées, jamais, et qui se rencontreront probablement jamais. Le premier est un artisan africain, d'Afrique noire. Il est sculpteur, il travaille le bois, il travaille l'os, il travaille ce qu'il y a à l'intérieur. L'autre travaille le bois différemment, il travaille la laque en réalité. Donc il coupe dans le bois, un autre bois, pour récolter la sève de ce bois, le sang du bois, et avec ce sang, il recouvre la texture des objets sur lesquels il va travailler. Donc il y en a un qui s'occupe de la structure, de la chair, et l'autre qui s'occupe de la peau, de la texture. Donc, j'ai voulu faire que cette rencontre se réalise, et je suis allé avec ma sœur et ma mère au pays Bamileke, au Cameroun, et on a été chercher 4 statuettes
au pays Bamileke qu'on a importées au Japon. Des statuettes qui sont grandes comme ça à peu près, qui font 43 cm à peu près. J'ai travaillé avec l'un des plus grands laqueurs japonais, qui travaille d'ailleurs pour l'empereur du Japon. On a passé 2 ans et demi sur ces pièces. 2 ans et demi, c'est long. Il faut être patient. 2 ans et demi sur les pièces. On a mélangé des techniques ancestrales qu'on utilise au Japon et qu'on utilisait il y a très longtemps au Japon pour mettre de la laque sur des objets. Donc on a utilisé du washi paper, le papier avec des fibres vivantes. On a mis plusieurs couches de préparatifs. On a épuré le bois au départ pour que les insectes s'en aillent du bois. On a mis des couches et des couches et des couches, des centaines de couches de laque. Le résultat, c'est celui-là. Les frères de sang. Les frères de sang auront à partir d'aujourd'hui une durée de vie de 800 ans, dû aux techniques qu'on a utilisées. 800 ans. Ces frères de sang, c'est des objets qui me regardent, qui vous regardent aussi, et qui nous questionnent. Vient-on réellement de là d'où l'on croit que l'on vient ? Alors je vous invite aujourd'hui, à aller vers l'étranger, l'étrange, celui qui ne vous ressemble pas a priori, il est bizarre. Allez vers lui, c'est peut-être celui qui est assis à côté de vous aujourd'hui, votre voisin, celui qui est à l'autre bout du monde, et discuter et créer surtout. Créer. Et par cette création, découvrez le foyer et le noyau d'universalité que nous portons tous. Merci.